Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que je vous propose, analyse du Bitcoin assez rapide, il n'y a pas grand chose à dire de plus qu'hier, on est toujours entre deux bornes, on verra tout ça en détail bien entendu, je vous reparlerai du plan, des scénarios que je surveille, mais on n'a pas grand chose à ajouter de plus. Une analyse d'été, et ensuite pas mal d'altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, j'ai noté, j'ai noté Dogecoin, j'ai noté Nose, j'ai noté Avax, j'ai noté ADA, j'en ai comme ça plusieurs, donc on va faire une revue assez complète sur ces altcoins là. Avant je traitais une altcoin spécifiquement sur une vidéo de 15-20 minutes. Maintenant, je préfère quand même continuer à faire une revue de Bitcoin, même si elle est beaucoup plus courte. Vous voyez, il y a des vidéos, je vais parler de pendant 10-15 minutes du BTC, on va faire une analyse assez complète. D'autres fois, ça va être 4-5 minutes, ça va dépendre de bien sûr comment évolue le marché. Et quand on a comme ça des phases où je vais faire une analyse beaucoup plus rapide parce qu'il y a moins de choses à dire, on va beaucoup plus se concentrer sur les altcoins. En tout cas, moi, je préfère ce format-là. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Et vous pouvez me conseiller en commentaire, hein, Nico, j'aimerais que ton format il évolue comme ça, je te conseillerais de faire ci, moi ça me plairait d'avoir ça. Alors, je vais pas dire que je vais respecter toutes les demandes parce que voilà, ça dépend de ce que vous allez tout simplement me demander, mais ça peut me donner des idées, tout simplement des pistes de réflexion que je pourrais mettre en place dans la vidéo. Et je terminerai par le commentaire du jour. Je l'ai noté, on va essayer de reprendre ça, un commentaire dans chaque vidéo où j'essaye d'y répondre sur une question que vous pouvez tout simplement vous poser. Alors, je commence par le Bitcoin. On a eu une bonne clôture daily hier qui clôture au-dessus de ce sommet-là. Hop, en clôture, donc ça reste encourageant, c'est-à-dire si je me mets en close line, on fait toujours des creux, des sommets de plus en plus haut. Maintenant, moi vraiment la clôture idéale que j'aurais aimé avoir, c'est vraiment aller chercher au-dessus des 106 500 $. Vraiment commencer à s'affranchir de ce précédent sommet en clôture et ouais, commencer vraiment à s'installer au-dessus. Là pour le moment, on est toujours sur cette résistance et vous voyez que je pourrais commencer là déjà à remettre une nouvelle résistance qui s'est tracée, qui est tout simplement ici. On voit à chaque fois qu'on y a été, que ça soit en mèche, en clôture de bougie, ça a été compliqué de passer au-dessus. Donc après, comme ça, plusieurs touches, hein, on peut partir du principe que le niveau des 106 000 $, c'est un niveau qui fait office de résistance. Donc on va sûrement ranger entre ces deux bornes, hein, c'est ce qu'on fait actuellement. On a actuellement une borne basse, un petit range vers les 101 500 $, qui est un niveau très important. On voit qu'on fait des allers-retours entre les deux. Donc pour ceux qui font sur du court moyen terme du trading de range, eh ben on va plutôt chercher à se positionner sur les extrémités. Je peux par exemple mettre un volume profile et voilà, dans ce genre de configuration, le poke c'est le milieu de range en général, on cherche pas à se positionner sur ce niveau-là. La value area low c'est une bonne zone, la value area high c'est une bonne zone pour chercher à se positionner. Là on va plutôt chercher des shorts. Et là, on va plutôt chercher des longues, voire de la prise de profit. Si vous avez long le bas de range, vous cherchez des prises de profit sur le haut de range. Si vous avez short le haut de range, vous cherchez des prises de profit sur le bas de range. Et là, c'est notre value area. Ça représente 70% des volumes échangés. C'est une zone qui ne nous intéresse pas parce que, déjà, d'un point de vue risk-reward, en général, quand on trade un range, on a une invalidation soit en dessous du range, soit au-dessus du range. Donc, si on prend une position ici, ça ne nous donne pas un risk-reward qui est intéressant. Donc dans tous les cas, il vaut mieux chercher à se positionner sur les extrémités. Donc mon plan sur Bitcoin reste le même. Pour moi ici, on reste dans une dynamique qui est haussière. On reste sur clairement un contexte qui est bullish. Maintenant, je veux vraiment clôturer au-dessus et aller faire un nouvel ATH. Là, cette mèche, cette prise de liquidité, réaction vendeuse qui a été quand même assez importante. Hein, c'est-à-dire après avoir fait un nouvel ATH, on fait un moins 6%. Ça nous montre quand même qu'on a une réaction vendeuse. Donc tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, 101 500 $, et c'est surtout ce niveau-là, parce que là on a des creux, donc voilà, globalement c'est une zone d'intervention. Quand on prend des décisions sur du long terme, on a une fenêtre qui est beaucoup plus large que si on était sur du scalping sur de l'intraday. C'est-à-dire que honnêtement, que je TP sur du long terme à 101 000 $ ou à 99 000, 90 000 $, ça ne change absolument rien. Ce qui est totalement différent bien sûr sur du scalping, sur de l'intraday ou sur du swing. Donc tant qu'on évolue globalement au-dessus de cette zone-là, rien d'alarmant. Si par contre on commence à s'affranchir et clôturer en dessous, moi personnellement je prendrais des décisions sur mes investissements long terme parce que c'est le top de marché que je n'aime pas, c'est qu'on a tout simplement ici une prise de liquidité, réintégration. Je vous l'avais montré, c'est globalement ce qu'on a fait ici en fin 2021. On a ici été chercher la liquidité, première réaction vendeuse, on a tenté de pousser, on voit ça n'a pas été concluant, on n'a vraiment pas réussi à s'installer au-dessus, ravalement baissier, voilà, vaut mieux sortir qu'on a ce genre de confirmation. Alors quand je dis sortir, c'est pas je vends tout mon portefeuille, absolument pas, mais c'est je réduis mon exposition parce que on a des signaux qui sont pas encourageants. Alors bien sûr, on peut très bien faire ça et repartir, et c'est tout à fait possible, mais je préfère quand même réduire mon exposition si on a ce genre de pattern, quitte à rentrer beaucoup plus haut. Donc voilà pour Bitcoin. Maintenant, comme je vous l'ai dit, sur du court terme, on reste quand même dans une dynamique haussière, même si on est dans un range, parce qu'on voit qu'on a toujours ce tunnel 1 heure qui fait office de support. Maintenant, on n'arrive pas à réussir, on n'arrive pas à reprendre tout simplement un fort momentum sur du court terme. On voit que on a un 15 minutes qui est plat, on a un 5 minutes qui oscille entre le 15 minutes
Voilà, on voit qu'il passe au-dessus, repasse en dessous, c'est normal, on est dans un range sur du court terme. Donc ce 1 heure doit tenir. Si on perd le 1 heure, on aura de grandes chances d'aller chercher le 4 heures, qui est une bonne zone de confluence, hein, c'est-à-dire si on va chercher une mèche rapide dans la journée, 98 000, 99 000 $, c'est une bonne zone. Hein. Bon, déjà, c'est un peu notre zone qui nous intéresse, hein, globalement, c'est une zone ici de support. Moi, ce que je veux pas, c'est de l'installation. C'est-à-dire que là, il y en a qui vont me dire, mais attends, je comprends pas, Nico. Tu me dis, si on passe sous ce niveau-là, tu prends des profits, tu sors du marché, mais en même temps, tu nous dis que ici, c'est une bonne zone d'achat. Je comprends pas. Il y a une différence entre faire un pullback et repartir assez vite, quelque chose comme ça, et vraiment s'installer. Moi, ce que je veux pas, c'est quelque chose où on y va, on clôture en dessous, on n'arrive pas à repasser, on reteste ce niveau-là, on fait échec à nouveau. Ça, c'est s'installer en dessous d'un niveau. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas, et si c'est le cas, je prendrai des profits. Par contre, entre-temps, on peut bien sûr aller ici, faire quelque chose comme ça, poser un bottom rapidement, et repartir. Ce qui nous donnerait en daily, par exemple, quelque chose juste hop, comme ça, ici, tac, et on repart assez rapidement. Bah là, en tout cas, j'ai un bon cluster, j'ai une bonne zone, parce que déjà, c'est en dessous de notre bad range, là où il y a pas mal de liquidités à venir chercher. Ici, on a des creux qu'on n'a pas été chercher, donc on a tout simplement des sell stop. Si on a une absorption, c'est une bonne zone. On a ici un point pivot weekly, on a le tunnel 4 heures, on a un point pivot monthly, on a également ce niveau de support, donc ouais, une bonne zone pour chercher des longues, selon moi. Donc voilà, 101 500 $, ça tenait. Si ça casse et on perd le 1 heure, c'est la prochaine zone que je vais surveiller pour prendre des achats sur du swing. Et là, sur l'intraday, je fais rien du tout sur le Bitcoin, parce que si je trade la tendance, c'est plutôt qu'on a ce type de flux. On le voit bien 5 minutes bien haussier, 15 minutes bien haussier, 1 heure bien haussier. Là, c'est pas le cas. Le 15 minutes est plat. On n'a pas un fort momentum. Quand on a des pullbacks comme ça, c'est intéressant de se positionner en tant qu'acheteur. Pour le moment, on le voit bien, on a un 15 minutes qui est plat. Donc, si je veux chercher à faire de l'intraday, je vais plutôt attendre d'avoir une vraie confirmation de break par le haut pour avoir vraiment des moyens mobiles qui repartent bien haussières. Donc dans ce genre de scénario, des fois ne pas trader c'est la meilleure solution. Et attention à vous forcer à trader, c'est là où vous allez prendre de mauvaises décisions, c'est là où vous allez commencer émotionnellement parlant à être frustré, et vous pouvez faire du revenge trading, hein, ça veut dire que vous avez une perte, et ben vous allez tout simplement vouloir cet effet de revanche vis-à-vis du marché, vous allez vouloir vous refaire, vous rattraper comme on l'entend assez souvent, et vous allez vouloir directement reprendre un trade, sauf que vous allez rentrer dans un cercle vertueux tout simplement, où vous allez reprendre une perte et à nouveau reprendre une perte, et au final c'est là où vos émotions vous allez péter un câble. Donc évitez le revenge trading, évitez de forcer tout simplement votre trading, parce que ça va pas fonctionner, hein. Si vous pensez que trader c'est forcer les opportunités, c'est créer des opportunités là où il y en a pas spécialement, ou tout simplement des opportunités qui ne respectent pas votre stratégie, ça va pas fonctionner. Et c'est là où après vos émotions rentrent en jeu. Les émotions, dans tous les cas, dans le trading, on a tous des émotions. Ce qui compte, c'est comment on se comporte quand cette émotion s'enclenche. Je le répète assez souvent, mais dans le trading, il y a deux grosses émotions. Il y a la peur, ok, et de l'autre côté, il y a l'euphorie. Et voyez un peu comme une balance qui oscille entre ces deux. Ouais, vous avez votre balance. Bon, elle est vraiment moche, ma balance. Je sais pas ce que je fais, mais imaginez un fil là, avec un fil avec une je sais pas ce que je dessine, mais imaginez un fil avec une boule au bout qui peut aller d'un côté et se balancer de l'autre. Voilà, il peut alterner de gauche à droite. Quand on est comme ça dans un bull market ou dans un cycle, cette boule va osciller entre la peur et l'euphorie. Et ça va faire que ça. Et plus elle oscille à gauche, plus vous avez peur, plus elle oscille à droite, plus vous êtes euphorique. Et c'est là où, quand elle est au centre, vous prenez vos meilleures décisions. Vous avez l'esprit clair, vous êtes lucide. Par contre, quand on arrive trop à gauche, c'est là où vous allez avoir peur, et c'est là où vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Par exemple, ça peut être panic sell, etc. et j'en passe. Ça peut être plein de facteurs comme ça qui, au moment où vous avez peur, vous allez prendre cette décision qui est suite à vos émotions et pas suite à une analyse poussée à le respect de vos stratégies. Et j'en passe. Vous allez tout simplement panic sell, vous allez peut-être être paralysé également et ne pas prendre une opportunité, vous allez peut-être faire une erreur à vouloir aller trop vite dans certaines choses et vous allez carrément, par exemple, envoyer des fonds à une mauvaise adresse si vous voulez transférer des fonds. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Pareil, quand vous êtes euphorie, vous avez peut-être enchaîné plusieurs trades gagnants, et ben vous allez augmenter votre risque. Et au final, c'est dangereux, vous allez peut-être prendre une perte, vous allez être aveuglé par des signaux de retournement de marché, pas prendre vos profits. Et au final, ça va se retourner contre vous. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment les deux grosses émotions en trading, en investissement. Il y en a d'autres bien sûr, mais c'est les deux plus grosses, c'est la peur et l'euphorie. Et plus vous allez passer du temps sur les marchés, plus cette balance ici va moins osciller à gauche et à droite. Elle va beaucoup plus se réduire. Bien sûr, elle continuera, mais sur un plateau beaucoup plus faible, parce que vous avez l'expérience, vous avez les connaissances et vous savez globalement quoi faire. Maintenant, il peut toujours y avoir des situations inédites qui font que cette fois-ci, elle va vraiment aller dans
dans des extrémités, et ce qui est important, c'est dans ce genre de configuration, de reconnaître que c'est nos émotions qui prennent le contrôle, et de bien agir. Et il n'y a pas de mal d'avoir des émotions en trading. Tout le monde a des émotions. Les personnes qui vous disent je trade comme un robot, j'ai zéro émotion, c'est des menteurs. On a tous des émotions. Ce qui compte, c'est de les gérer, de savoir qu'on a ces émotions-là, et tout simplement de respecter sa stratégie. Moi, bien sûr, quand le Bitcoin fait un nouvel ATH, il passe à 100 000 $, c'est un petit sentiment d'euphorie, mais c'est pas pour ça que ça y est, je commence à all-in, je commence à me dire que c'est bon, je peux rentrer à fond, je vends la maison, je vends la voiture, je vends tout, je mets tout dans le Bitcoin, levier x100. Non, bien sûr, je suis content, c'est normal, c'est tout à fait, c'est une satisfaction, c'est une émotion qui est légitime, mais c'est pas pour ça, moi de mon côté, je vais prendre des décisions irrationnelles ou autres. On a tous des émotions, ce qui compte c'est le comportement qu'on va prendre suite à cette émotion. Est-ce que c'est un comportement, une décision qui va être rationnelle ou non? C'est ça le plus important. Donc voilà, en trading, on oscille souvent entre ces deux émotions, ça c'est important de le savoir. Donc Bitcoin, j'ai pas grand chose à ajouter, on va passer à Ethereum. Ethereum, alors globalement, toujours sur son gros niveau de support, ça change pas, 3200 $, pareil, il fait des allers-retours entre 3400, voire au plus haut 3500 $, mais on est globalement bloqué ici, entre deux bornes. Pareil, je peux mettre un gros volume profile sur ce niveau-là. On est au niveau du poke, on voit que la zone intéressante, c'est, on a une value area low qui est assez bas quand même. Ouais, c'est basse vers les 3000 $. Moi, je la mettrais plus personnellement vers les 3200. Et une zone de prise de profit vers entre les 3400 et les 3500. Donc ça, c'est plutôt des gens qui vont chercher à trader le range. On se positionne pareil sur une extrémité basse. Voyez, on la voit bien ici, notre extrémité basse qui globalement se situe à peu près à ce niveau-là de notre range. Et notre extrémité haute qui est vers les 3400, 3500 $. Maintenant, Ether, on va passer très rapide parce que je vous dis la même chose et je vais vous répéter encore la même chose. Sur l'investissement long terme, il reste intéressant. Par contre, sur du long terme, j'attends d'avoir un vrai flux haussier pour prendre des décisions parce que là, pour le moment, c'est assez mou. On est globalement dans un gros range et pour moi, il y a des meilleures opportunités, que ça soit sur les altcoins, que ça soit sur le Bitcoin ou autre, pour faire de la continuation de tendance. Pour moi, Ether ne me plaît pas pour le moment. ETH BTC, c'est pareil, je vous le dis depuis un moment, mais oui, on retourne sur des niveaux de localisation intéressantes. Ça serait vous mentir de vous dire que c'est pas le cas. On est sur des gros niveaux de support. Je trace un Fibonacci, on revient chercher, hop, notre zone de rechargement. Vous voyez, on est 0,118, 0,786, on est dans des bonnes zones. Après, un retracement aussi important, bien sûr qu'on est sur des niveaux de support, et c'est des zones intéressantes. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est là où localiser ces zones, c'est intéressant. C'est la chose la plus importante quand vous tradez, quand vous investissez, c'est déterminer des zones pertinentes. Ça peut être des niveaux de support, ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être des points pivots, ça peut être des pokes de volume profile, ça peut être des niveaux de support, des trendlines, il y a plein de manières de déterminer un niveau pertinent. Par contre, ce qui compte, c'est au moment où on va chercher ce niveau-là, c'est pas d'anticiper que le marché va repartir, parce que ça on peut pas le savoir, c'est d'avoir une réaction acheteuse, et cette réaction acheteuse, elle se manifeste uniquement par le prix, et nos yeux, on a juste à regarder le prix, et avec nos yeux on a juste à regarder le prix, c'est ce qui compte. Est-ce que là j'ai vu une réaction acheteuse? Non, j'ai vu un range, et je vous avais dit que si on commence à passer au-dessus de ce niveau-là, des globalement 0,04, là ok, là je serais d'accord avec vous, comme quoi on aurait une réaction acheteuse. On l'a pas eu. On l'a absolument pas eu, donc on continue à... Alors c'est pas parce qu'on l'a pas eu qu'on va break par le bas, mais ça nous montre que pour le moment, les acheteurs ne se manifestent absolument pas. Donc on continue à baisser, on met des moyennes mobiles, on voit bien qu'on a un daily qui est toujours orienté à la baisse, et ce qui nous manque, c'est une pattern de retournement, repasser au-dessus du daily, avoir un break comme on a eu ici. Vous voyez, le daily, il est bien orienté à la baisse, on a notre pattern de retournement, on a ici le break au niveau de la ligne de coup, ensuite le pullback, on réintègre pas notre range, on a un tunnel daily qui passe de baissier à haussier, et ensuite on peut entamer ici un rallye. C'est ce qui nous manque ici, et on l'a absolument pas. Donc pour le moment, selon moi, faut patienter pour retrouver un Ether qui surperforme le Bitcoin. Au niveau des altcoins, les altcoins les plus fortes, aujourd'hui on a TRX qui est plutôt forte, Toncoin, Sol, MNT, Crow, Atom, bon, c'est vraiment léger, on n'a pas encore des altcoins qui sortent beaucoup du lot comme on a pu l'avoir eu ces derniers jours. Donc ouais, un marché assez mou pour le moment. Je pense qu'on attend, il y a la décision sur... pas la décision sur les taux d'intérêt, parce que pour moi elle est déjà pricée. On a le discours de Jérôme Powell qui arrive dans 7 jours. Alors, on peut avoir de la volatilité entre temps, mais je pense que le marché s'attendait à des annonces de Donald Trump qui n'ont pas eu lieu. C'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir lieu dans les prochains jours, mais c'est quelque chose qui est très attendu. Mais ouais, globalement un marché plutôt calme. Au niveau du S&P, marché US, on est proche de faire ici un nouvel ATH. On a un marché qui se reprend bien, et ça serait très bullish ici d'avoir un S&P qui fait un nouvel ATH, un Nasdaq qui fait un nouvel ATH, parce que on a quand même une corrélation entre le S&P et le marché US et les cryptos. Si je compare ici, je vais prendre la charte du Nasdaq. Hop, on va prendre L, tac. Compare avec le Bitcoin. Tac.
mettre ça comme ça. On va mettre ça en blanc. On va mettre ça comme ça. Hop, droite. Parfait. Est-ce qu'il peut me le mettre sur la même échelle? Pourquoi il me le met pas sur la même échelle? Non, même échelle. Hop. Et je la veux pas comme ça. Ça a changé, c'était pas comme ça avant. Non, je veux pas ça. Je veux pas ça du tout. Alors. Ah non, c'est bien comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait juste avant, mais c'était bien ça. On s'y retrouve. Donc vous voyez que quand le Bitcoin pose des tops de marché, comme on va le voir ici, bah on a de l'autre côté un marché US, Nasdaq, qui pose un top de marché. Hein. Et le Bitcoin il reste corrélé avec le marché US. Hein. On le voit bien. Regardez, là c'est assez flagrant. Le top de marché novembre 2021, c'est le top de marché sur le marché US. Hein. Et pile au moment où on pose un bottom et on se reprend, on a également un marché US qui se reprend. On voit que toute la hausse là, jusqu'à la TH, on a un marché US qui est bien aussi. Et quand on a le Nasdaq, le S&P qui commence à latéraliser, qui est un peu plus mou, on le voit bien que le Bitcoin, ça se répercute. Donc bonne corrélation, on le voit bien. Donc voilà, ça a de l'impact. Pour moi, si on a un marché US ici qui se reprend, on pourrait avoir bien sûr les cryptos qui accompagnent tout simplement le marché US. Ça serait bien d'avoir également un indice du dollar qui réintègre son niveau là, son range. On peut être sur un scénario un peu à la 2016, je vais vous montrer après, mais on voit qu'on a latéralisation ici. Alors, l'indice du dollar, ça nous permet de mesurer ce qu'on est plutôt dans un contexte axé asset à risque, donc les risk-on, les actions, les cryptos, etc., ou plutôt un marché axé risk-off. En général, pour une hausse des cryptos, pour une hausse du S&P, des actions et j'en passe, on préfère avoir bien entendu un indice du dollar qui ne performe pas, c'est-à-dire qui baisse, parce que pareil, hein, là je peux montrer également une corrélation, enfin une décorrélation pour le coup. On voit bien que Bitcoin qui pose un top de marché, c'est une hausse de l'indice du dollar. Et tout le bear market s'est fait avec une hausse de l'indice du dollar. Au moment où l'indice du dollar il a top, on a bottom. Donc voilà, on voit ici, alors ici il y a eu quand même une corrélation qui est assez rare entre Bitcoin qui hausse et l'indice du dollar qui est en hausse également, ce qui est assez rare, mais très souvent, on le voit bien ici, hein, tout le bull market de 2017, on a une grosse baisse sur l'indice du dollar. Et au moment où on a top, bah on a un indice dollar qui a bottom. Et on voit que le bear market, indice dollar qui monte. Donc on a souvent une décorrélation. C'est tout à fait normal. Et si on se répète un peu à la 2016-2017, range, break, réintégration. Ici on l'a au moment de l'élection de Donald Trump. Réintégration du range, et ensuite bon bull market pour la suite. C'est ce qu'il y a eu, bah c'est ce qu'on pourra avoir. Ce qu'il faut, c'est la réintégration. Et là, ça serait vraiment bullish pour les cryptos. Donc là-dessus, affaire à suivre. Au niveau des altcoins, vous pouvez demander d'analyser. Alors, j'ai Dodge. Alors Dodge, j'avais une alerte parce que c'est un niveau qui m'intéressait. Pour l'investissement long terme, je trouve qu'on est sur des niveaux assez hauts, sachant qu'on a latéralisé pendant un long moment. Pour moi, ici, c'est compliqué de se positionner. Si je trace un Fibo, on est revenu chercher 0,382, on a pullback, mais sur du long terme, là, on est quand même dans notre zone de rechargement de short. Donc c'est compliqué. Actuellement, c'est compliqué de faire de l'investissement long terme. Par contre, de la continuation de tendance, on peut être ici dans des scénarios intéressants, dans le sens où on est dans un range, resté par une dynamique haussière. Pour moi, il y a plus de chances d'avoir une continuation, mais les meilleures zones, c'est se positionner sur des extrémités basses. Quand on a comme ça des capitulations, qu'on a des prises de liquidité, réactions acheteuses, ça c'est des bons niveaux. Dodge l'utiliserait plus pour faire de la continuation de tendance sur du long terme, mais pour l'investissement long terme ici, sachant qu'on a eu un Dodge à 10 centimes de dollars, on est x3, x4 après. C'est vraiment compliqué. Les signaux, j'ai envie de dire, fallait être là, malheureusement. Si vous ne connaissez pas les cryptos à ce moment-là, eh ben, vous aurez d'autres opportunités. Maintenant, si vous connaissez les cryptos à ce moment-là, vous n'avez pas acheté du Dodge alors qu'il vous intéressait à des niveaux de prix, pourquoi vous voulez en acheter maintenant? Non, c'est surtout, je pense, vous êtes attiré par l'évolution d'un prix, un peu attiré par l'objet brillant. C'est-à-dire que vous êtes sur une crypto, elle ne pump pas, il y en a une autre crypto qui pump, vous vendez tout, vous allez sur celle-ci. Sauf que c'est trop tard. Concentrez-vous sur des cryptos qui sont comme ça dans des phases de latéralisation. Vous voulez pas chasser une crypto, FOMO une crypto, après qu'elle ait fait un x5, x6, c'est beaucoup trop tard. Et là, une charte verticale comme ça, je peux pas me positionner. Le signal, c'est vraiment quand on est passé au-dessus de ce niveau-là. Là, on avait clairement la confirmation d'un break. Et après là, on a à nouveau structure de retournement, on repasse au-dessus de ce niveau-là. C'était le niveau intéressant. Maintenant, actuellement, on est dans une zone de rechargement de short. C'est pas le meilleur niveau. Donc plutôt une zone où on peut prendre des profits. Hein. Quelqu'un qui est rentré ici à 10 centimes et ici qui a pris des profits après un x5, c'est tout à fait légitime. Maintenant, si on fait un nouvel ATH, on peut mettre des extensions.
on aurait les 118 au niveau des 1,16$. Bon, un Dogecoin sur ce cycle à 1$, c'est un peu le chiffron psychologique. Pour moi, c'est une bonne zone de prise de profit. Par contre, un niveau qui sera énormément surveillé. Ensuite, j'ai NOS. NOS, je ne sais pas du tout ce que c'est. La charte est pas mal, dans le sens où on a eu une forte impulsion, on a très très bien performé. Un retracement est caractérisé par une dynamique baissière, avec des creux des sommets de plus en plus bas, jusqu'à voir ici un essoufflement. On voit que les impulsions baissières sont moins fortes. On le voit bien, cette impulsion est beaucoup plus forte que cette impulsion, qui est également beaucoup plus forte que cette impulsion. Et là, pattern de retournement. C'est-à-dire que là, on inverse notre dynamique. On le voit bien, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Et là, on est pile poil sur notre ligne de coup, ce niveau-là. C'est un niveau qu'on ne doit pas réintégrer, parce que typiquement, quand on est comme ça sur un break d'un range, et qu'on réintègre ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc là, on est sur un niveau de support. C'est un niveau qui peut se payer, qui peut s'acheter avec une zone d'invalidation. Or, soit vous dites, ok, j'ai une zone d'invalidation large parce que j'ai une vision long terme, ce qui peut donner ce genre d'entrée et ce genre de prise de profit, qui est tout à fait possible. Soit vous avez une zone d'invalidation qui est un peu plus serrée, qui est globalement la réintégration de ce range-là, parce que vous voulez jouer le momentum et vous voulez pas réintégrer un niveau où potentiellement on va à nouveau latéraliser pour potentiellement ressortir plus tard. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre horizon de temps d'investissement, votre manière de vous positionner. Mais ce qui est sûr, c'est là, oui, on est sur un gros niveau de support qui doit tenir et qui typiquement a plus de chances de tenir. D'un point de vue retracement, on a les 0,118 qui sont au niveau des 5$, chiffron psychologique. Donc ça va être un niveau important à surveiller. Et puis si on s'affranchit des 0,118, ensuite, il faudra surveiller si on valide l'ATH, donc si on fait un nouvel ATH, on a des extensions, les 12$ au niveau des 1,118, bien sûr, chiffron psychologique des 10$. Il y a plusieurs manières de prendre des profits comme ça qu'on fait un nouvel ATH, des extensions de Fibonacci, des chiffrons psychologiques, s'adapter à l'évolution du prix, qu'on commence à voir des ravalements, des structures de top. Bien sûr, c'est quelque chose à prendre en compte, on est potentiellement en train de se retourner. Il y aura la charte du Bitcoin également à surveiller, les altcoins, le sentiment de marché, il y a tout un contexte bien entendu. Et je termine par AVAX. Hop, alors. AVAX, pareil, on est un peu sur un niveau de support, un peu similaire dans le sens où on a un gros niveau qui est entre les 30 à 33$. On voit que c'est un niveau qui a fait office de support, on est passé en dessous, il a fait office de résistance, on a eu cette pattern de retournement, on a break, on a rejeté dans notre zone de rechargement ici de short. Également le niveau des 60$, 0,382 qui est notre précédente ligne de coup de cette pattern de top. On voit qu'on est un peu dans une compression ici, avec globalement 3 niveaux importants à surveiller, 60$, 30$, 20$. C'est les gros niveaux, et sur des niveaux de support, on va plutôt chercher des achats, sur des niveaux de résistance, on va plutôt chercher à alléger et réduire notre exposition. Là, on est sur un niveau de support, bien sûr, c'est un niveau intéressant. Si on a une impulsion, 60$ à surveiller. Ensuite, on a les 95$, 100$, on peut pousser, bien sûr, chiffron psychologique. Et ouais, zone de rechargement de short, c'est une zone qu'il faudra surveiller, comment les vendeurs se comportent à l'intérieur de cette zone-là. Si ça pousse, si on fait un nouvel ATH, on pourra aller bien sûr chercher les 233$. Donc voilà, c'est les trois gros niveaux. 60$, plutôt une zone de résistance. Bien sûr, si on passe au-dessus, techniquement c'est un niveau qu'on doit flip en support et qui doit tenir. Et après sinon 30$ et 20$. Pour les altcoins, j'ai terminé. Je voulais terminer avec la question du jour. Alors, on a Juliette, nouvelle abonnée. D'ailleurs, je te remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes beaucoup en ce moment à vous abonner. Je vois que, je pense avec l'affaire Trump, ce qu'il y a eu, plus l'ATH, tout ce qui s'est passé, il y a du monde qui est arrivé. Donc moi, ça fait 2 ans et demi que je partage ici tous les jours du contenu. Je partage énormément de valeur. Je vous apprends à trader, je vous apprends à investir. Mon but, c'est que vous soyez le plus autonome possible. Vous fassiez le moins d'erreurs, même si vous allez en faire. Je vais pas vous vendre du rêve en vous disant que tout va être parfait, ça va être simple et tout va se passer pour le mieux. Non, vous allez faire des erreurs, mais c'est comme ça que vous allez progresser. Et moi, mon but, c'est de vous accompagner pour que vous fassiez le moins d'erreurs possible et surtout éviter les plus grosses. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On est qu'au début et dans tous les cas, je continuerai bien sûr à trader, à investir et à vous accompagner les prochaines années. C'est pas prévu d'arrêter parce que je kiffe tout simplement ce que je fais. Alors, nouvel abonné, je participe à ta demande de questions. En ce moment, on parle beaucoup d'ETF de crypto. Bien que je comprenne en très gros, j'aimerais bien une petite explication dessus et sur ce qu'il se passe actuellement. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que un ETF, c'est tout simplement un fonds d'investissement qui va être coté en bourse. C'est un produit financier qui permet aux investisseurs
d'exposer leur portefeuille au Bitcoin sans vraiment avoir à détenir la crypto. C'est-à-dire que si on n'a pas d'ETF, on est obligé de passer par Binance, on est obligé de... Alors je parle vraiment ici de spot, je parle pas de contrat perpétuel, d'accord, qui va être totalement différent, où c'est tout simplement un contrat sous-jacent qui on ne détient vraiment pas la crypto, on va utiliser des effets de levier, c'est les contrats dérivés, rien à voir, on va se concentrer ici sur les contrats spot, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est un produit financier qui permet de s'exposer au Bitcoin sans vraiment détenir la crypto. Donc on est bien sûr basé ici sur du spot, et à quoi ça sert? Ça va servir globalement à déjà simplifier l'investissement, puisque les investisseurs traditionnels qui n'ont pas Binance, qui ne s'y connaissent pas spécialement en crypto, et honnêtement, nous on a les pieds dedans en permanence, donc c'est simple pour nous. Quand on parle de Bitcoin, quand on parle de Cold Wallet, de Ledger, on sait comment ça marche. Par contre, et ça je l'ai souvent sous-estimé, parce que je pensais pas que c'était à ce point-là, mais quand je parle avec des gens qui n'y connaissent rien, ils ont vraiment zéro connaissance, et c'est pas de leur faute, c'est juste voilà, comme dans d'autres domaines, je vais avoir zéro connaissance, et chacun a ses connaissances, mais c'est là où l'ETF va permettre de s'exposer au Bitcoin sans vraiment en détenir, sans parler de 24 mots, de seed phrases, de ledger, de cold wallet, et j'en passe, ça permet tout simplement de détenir des fonds, hein, comme n'importe quel autre type d'ETF, sans vraiment détenir la crypto, donc c'est beaucoup plus simple pour les investisseurs, parce que ça permet d'éviter de passer par des exchanges crypto, de gérer la sécurité, hein, parce que la gestion de la sécurité de ces actifs numériques, j'ai envie de les appeler, eh ben ça peut être complexe. Ça permet d'avoir peut-être également une meilleure réglementation. Ça permet également avoir une diversification du portefeuille qui va être beaucoup plus accessible à un grand nombre d'investisseurs. Il y a moins de risques également parce que on n'a aucune gestion de leurs clés privées, hein. Les gens qui investissent via ETF, ils ne détiennent pas vraiment la crypto, d'accord? Ça va être, on va dire, il y a quelqu'un qui va leur détenir cette crypto, donc ils n'ont pas de gestion de clés privées. Donc ça évite les risques de perte, de piratage et j'en passe. Donc ça c'est les gros avantages, hein. C'est que voilà, c'est accessible via des plateformes de bourse classiques. Pas besoin de complexité technique sur Ledger, la seed phrase et j'en passe. Ça peut être intégré dans un plan d'investissement, par exemple des comptes de retraite, etc., où ces genres de personnes n'auraient jamais acheté des cryptos en temps normal, donc ça amplifie la demande bien sûr sur les cryptos. Par contre, il y a des inconvénients. Inconvénients de tête, il y a plus de frais. Ça c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de frais que si on les détient nous en passant par Binance et on se débrouille, on fait le taf nous-mêmes. Et pas de possession directe, d'accord, c'est-à-dire on détient vraiment pas la crypto, donc on fait confiance à un intermédiaire on fait confiance à un intermédiaire tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, mais ce qu'il faut comprendre, c'est un produit financier qui permet à n'importe qui d'investir dans Bitcoin sans vraiment détenir la crypto, et ça ouvre l'accès à de nombreux investisseurs qui ne voulaient pas mettre les pieds dans les cryptos parce que trop compliqué, pas envie de se casser la tête à détenir leur crypto. Ça fait un peu à hacker, hein, quand tu parles de crypto-monnaie, de produits numériques, les gens ils nous voient un peu comme des hackers alors que pas du tout, et ça va permettre tout simplement à n'importe qui de s'exposer aux cryptos, à des fonds d'investissement, de proposer à leurs clients d'investir dans les crypto-monnaies sans vraiment en détenir, et ça tout simplement augmente la demande sur le Bitcoin et potentiellement sur Ether également, parce que Ether a un ETF spot et potentiellement de futurs cryptos. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésitez pas à me poser des questions comme ça, c'est très intéressant. Ça peut être trading, investissement, crypto, peu importe, ça permet d'en apprendre à beaucoup de personnes, et surtout ça vous permet de progresser, qui est la chose selon moi la plus importante, toujours chercher à progresser chaque jour. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.